En tant que chef du département juridique, au nom de toute l'équipe enseignante de l'université de Roubaix, et plus précisément de son département carrière juridique, et aussi Madame Vidal qui prendra la parole après, qui est à l'origine, qui pilote le projet associatif, puisque je rappelle que nous sommes dans le cadre des projets tutorés, les étudiants ont formé des associations, CJ Politique en fait partie. Son but est de s'inscrire dans la continuité de la pédagogie enseignée par Madame Vidal en droit public, en droit administratif, en droit constitutionnel. Et c'est pourquoi nos intervenants, députés, sénateurs, personnalités du monde politique nous font l'honneur de venir pour pouvoir débattre avec vous. Et je pense que c'est une chance et j'en remercie à nouveau vivement parce que tous les étudiants n'ont pas cette chance. Ça prouve que notre IUT fait preuve d'un dynamisme de la part de ses étudiants, et ça, je pense qu'on peut en être fier. Et encore une fois, ce projet de tutoré est important dans le cadre de votre cursus. Je rappelle simplement, et aussi pour expliquer un petit peu à nos intervenants de quoi il s'agit exactement, parce que ça n'a pas forcément été fait, le projet de tutoré est une mise en application pratique des connaissances de ce qu'on a pu vous apporter à l'IUT, donc aux étudiants de se débrouiller, de se responsabiliser, d'être autonome en créant une association loi 1901, d'aller à la recherche de professionnels, de personnalités pour monter un projet et gérer également une trésorerie, donc mettre quelque part, si je peux simplifier ça comme un jeu d'entreprise, sous la forme d'un jeu d'entreprise, mettre en pratique ce qu'on a pu vous enseigner. Voilà, donc encore une fois, je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants d'être venus, c'est vraiment une des choses. Je laisse à Mme Vidal la parole. Bon, alors, bonjour, parce qu'on a déjà eu 2 heures de cours, je vous ai même chauffé la salle, messieurs. Vous en serez très contents, je suppose. Alors voilà, alors je voulais juste rappeler et remercier à ceux qui pérennisent, n'est-ce pas, année par année, et qui viennent prendre dans leur temps très précieux du temps, effectivement, pour venir discuter avec vous et parler. Voilà, ils sont déjà sur l'estrade, je n'en rajouterai pas plus. Mais surtout, ce qui est très important, je vous le rappelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des séries de questions qui apparaissent par les étudiants du projet, mais nous consacrerons, car ces messieurs ne seront pas trop bavards, nous consacrerons du temps à l'échange. De toutes les façons, je fais toujours la police, vous le savez, je vous coupe la parole. Et nous consacrerons du temps avec cet échange avec la salle qui est plus que nécessaire et que vous, généralement, vous aspirez d'ailleurs à pouvoir poser des questions. Je le rappelle, toute question est autorisée, toute question est autorisée dans le respect, n'est-ce pas, des opinions des uns et des autres. On est bien d'accord, hein. Mais vous ne devez pas vous brider, je ne veux plus l'entendre le lundi après-midi. Oh, j'aurais bien voulu poser ça à Michel. Non. Posez-leur, ce sont vos élus. N'est-ce pas? Ils sont vos représentants. Posez-leur vos questions. Vous avez une chance inouïe, hein, puisqu'ils ont eu la gentillesse de venir et de se déplacer jusqu'à nous. Merci beaucoup en tout cas d'être venus. Troisième fois. Bonjour à toutes et à tous, messieurs les députés et sénateurs, encore merci d'être ici. Moi, mon rôle, ça sera d'animer et justement comme Madame Vidal l'a dit, ça sera aussi de régler le temps. Donc messieurs les députés et sénateurs, vous aurez à peu près 5 minutes pour répondre à une question. La conférence se divisera en plusieurs thèmes, donc je vous annoncerai les thèmes juste après la présentation des députés et des sénateurs. Donc je vais laisser la parole aux députés pour qu'ils se présentent. Voilà, merci. Bon, je suis Yves Durand, je suis député socialiste du Nord. Bien sûr du Nord parce que je suis là. Éric Dilly, je ne suis ni député ni sénateur, je suis conseiller régional du Front National. Thierry Lazaro, député du Nord aussi, député de la Nation, on le dit d'abord, mais député du Nord. UMP, RUMP pendant quelques temps, et maintenant je ne sais pas tout à fait. Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord.
Gérald Darmanin, je suis député de la Nation, comme dirait Thierry, élu dans la 10e circonscription du Nord, c'est-à-dire juste à côté, Tourcoing, Luin et quelques communes le long de la vallée de Lys. Et par ailleurs, je suis chef de l'opposition municipale à Tourcoing. Merci à tous. Juste conseiller, pardon, excusez-moi, j'avais dit député et sénateur, conseiller aussi. Donc les thèmes de cette conférence, donc la conférence va se diviser en quelques thèmes. Donc dans un premier temps, un thème sur le droit de vote et aussi un deuxième thème sur l'enseignement de la politique à l'école. Donc nous allons commencer sur notre premier thème. Donc faut-il rendre le droit de vote obligatoire? Donc juste quelques petits dates. Vous savez qu'en 1791, il y a eu suffrage censitaire indirect. En 1944, c'est le droit de vote des femmes au suffrage et le suffrage universel. Et en 1974, c'est le droit de vote à la majorité, donc 18 ans. Donc je vais poser la première question. Donc à l'heure actuelle, qu'en est-il du droit de vote des étrangers ? À traiter de sujets. Et ça. Ce sera un secret pour personne, mais au Front National, nous sommes contre. Je ne vous apprends rien, je vois que ça fait soin. C'est une affaire entendue. Contrairement à ce que pense M. Durand, quand vous donnerez le droit de vote, ou la France décidera de donner le droit de vote des étrangers à les élections locales, ça aura bien évidemment une influence au niveau de la nation, puisque en France, il y a deux chambres, vous avez le Sénat et l'Assemblée nationale. Et le Sénat, justement, a comme fonction de représenter les collectivités territoriales, qui aura bien évidemment un effet qui ne sera pas négligeable sur les lois de la nation à plus ou moins long terme. D'autre part, concernant la volonté d'intégration, évidemment, vouloir intégrer tout le monde, je ne peux pas être d'opposition à ça. On peut intégrer tout le monde dans quoi? Parce qu'à force de mettre tout le monde dans quelque chose, on finit par avoir quelque chose qui ressemble à rien, puisque c'est l'indéfini, l'indéterminable. La détermination absolue. Il y a une chose, moi, que j'ai remarqué dans la vie. Dire, je vais vous donner un cadeau et vous allez vous intégrer à la France. Moi, quand je fais des cadeaux à mes enfants, et en particulier ici à Noël, j'ai remarqué une chose. Quand je fais un cadeau aux enfants, mes filleuls, à mes neveux, 9 fois sur 10, ils ouvrent le paquet cadeau et ensuite ils laissent tomber le cadeau par terre et ils ne le regardent plus jusqu'à l'année d'après. Parce que le seul cadeau qu'ils désirent, c'est celui qu'ils se sont achetés eux-mêmes. C'est celui-là qu'ils veulent. Et c'est avec celui-là qu'ils jouent. Faire des cadeaux aux gens, c'est très bien, c'est sympathique et ça porte une bonne intention. Mais c'est pas ça que les gens attendent. Si les étrangers qui vivent en France veulent s'intégrer véritablement à la communauté politique, participer à la communauté politique, il existe un moyen très simple, qui s'appelle la demande de naturalisation. Là, ça part du désir de la personne qui veut appartenir à une communauté politique. L'appartenance à une communauté politique n'est pas un droit. Et donc voilà la raison pour laquelle je ne suis pas favorable au droit de vote. C'est pas un droit. Puisque ça implique tellement de devoirs qu'il faut que ce soit un acte réfléchi de la conscience. Parce que vous allez participer à quelque chose qui vous dépasse amplement, à la fois par le passé, et dans l'histoire, et dans l'avenir, et dans le projet qui se construira avec. Donc c'est pas un droit. Vous devez, et les personnes qui sont ici, étrangères, il n'y a aucun mépris ni quoi que ce soit, ils ont parfaitement le droit d'appartenir à une autre communauté politique. Et Dieu soit loué qu'il n'y a pas que la communauté politique française qui existe dans le monde, qui est une multitude de communautés avec leurs différences, avec leurs singularités, avec leur histoire, avec leur façon et leurs mœurs particulières d'appréhender l'histoire, les arts, et ainsi de suite. Mais si vous voulez appartenir à la communauté française, exprimez-en le désir de le vouloir. Là, ça sera plus qu'un droit. Ou ce sera une réelle participation. Voilà, je vous remercie.
c'est un peu du Sud. Et j'ai parfaitement conscience de temps en temps d'avoir, si c'est plus mon cas, mais avoir un homme qui fleurbon d'autres horizons, et bien de temps en temps puisse irriter. Moi, je suis de ceux qui pensent que la France, ça a été rappelé, c'est une mosaïque. Elle s'est construite au fil des siècles, avec effectivement un apport de population qui venait de tous horizons. Vous êtes ici le témoignage, bien qu'il y a plusieurs sensibilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient religieuses. Et moi, c'est la chance, me semble-t-il, d'un pays, d'une nation comme la nôtre. C'est de savoir et d'avoir su au fil des siècles, eh bien, accepter la différence. Mais il est vrai qu'on arrive à des moments de l'histoire, et ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, où des tensions puissent être exacerbées. Moi, pour ma part, je ne suis pas favorable au droit de vote des dits étrangers. On est ici à Roubaix, et c'en est le témoignage. À Roubaix, il y a une forte communauté qui a ses origines outre-méditerranéennes. C'est ainsi. Mais beaucoup de ceux-ci qui habitent Roubaix ont la nationalité française. Ce qui n'empêche pas, et bien qu'à Roubaix, c'est une des villes où le taux de participation aux élections est le plus faible de France. Je ne voudrais même pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le plus faible de France. Donc il y a peut-être des questions à se poser sur le sujet, sans vouloir, ici ou là, si vous voulez, exacerber des tensions qui sont parfaitement inutiles. Je suis ceux qui pensent, effectivement, que la meilleure des façons d'épouser les mœurs d'un pays, tout en gardant ses origines, et c'est pour ça que je vous ai dit que mon nom n'était pas tout à fait français, et pour autant l'essentiel de mes origines sont auvergnates. Donc, ce qu'il y a d'important de voir, c'est que la France a été une mosaïque aussi en son temps, avec des régions qui ont mis beaucoup de temps à s'accepter. Le breton n'a rien à voir avec l'auvergnat. Alors imaginons quand on vient d'autres régions plus éloignées. Et pourtant, ça s'est fait avec le temps. Depuis une soixantaine d'années, moi je n'oublie pas, outre-Atlantique, et je pense d'ailleurs que Gérald sera plus à même que moi de le dire, outre-Atlantique, outre-Méditerranée, pardon. Pour ne parler que de là, mais on pourrait parler aussi des pays de l'Est. Eh bien, il y a eu beaucoup de gens pour qui la notion de nation française a voulu dire quelque chose, qui ont traversé la Méditerranée souvent plein d'espoir. Le résultat n'a pas toujours été d'ailleurs à la hauteur de leurs espoirs, que beaucoup de sang a coulé aussi pour défendre une certaine conception de la vie en société. Et que je ne suis pas persuadé que ce soit simplement le droit de vote aux étrangers, puisque c'est le terme approprié, ce qui me dérange un petit peu d'ailleurs au passage, et qui réglera le problème. Je pense qu'il faut reprendre le problème vraiment à l'inverse, et c'est comment dire, la question initiale de ce débat. Est-ce que c'est un droit d'ailleurs, le droit de vote, ou un devoir? C'est une vraie question aussi, je pense, qui mérite d'être approfondie, parce que dans ce pays, on ne parle plus que de droit. Et on oublie que le droit, c'est la résultante absolue du devoir. Si on pense à savoir ce qu'on a comme devoir à remplir vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'intérêt commun, dès lors, je pense qu'on peut remplir effectivement, enfin on peut aspirer à des droits. Alors sur, vous l'aurez bien compris, et je pense que c'est important, ce pays, nous sommes en crise internationale, la France n'y échappe pas, et plus il y a de tensions, et plus on a l'impression que le voisin est celui à bannir. Moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Je crois qu'on a une véritable richesse, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos sensibilités, quel que soit le regard qu'on porte sur la société, pour essayer d'aller de l'avant. Mais il faut aussi de temps en temps accepter la différence de l'autre. Moi, je vous dis sur le sujet, je ne suis pas encore convaincu. Ce sera d'ailleurs difficile à mettre en place. Je crois que mes deux collègues pourront quand même le dire. Pour accepter, pour arriver au droit de vote des étrangers, il faudra la majorité des 3/5, mon cher Yves, à l'Assemblée et au Sénat. C'est quelque chose qui va être difficile à monter. Mais ça dépend de nous, on est d'accord, mais ça dépend de vous aussi, pour nous motiver, pour aller en ce sens. C'est ce que je voulais dire. Bien, avant de donner
donner mon point de vue qui ne surprendra personne, je voudrais raconter 2 anecdotes personnelles. Je suis maire de Marquilly, un petit village dans la métropole lilloise, 2000 habitants. Et un jour, on a dans notre commune un habitant d'origine espagnole, mais qui vit en France et donc à Marquilly depuis les années 50. Il s'est marié là. C'est l'amour qui l'a amené à Marquilly, le travail, la vie. Et depuis 53, 54, il habite mon village et il n'a pas le droit de vote parce qu'il est toujours citoyen espagnol. Mais il y a une élection à laquelle il a le droit de participer, c'est l'élection européenne, même en tant que ressortissant espagnol. Et donc, quand l'occasion s'est présentée pour lui d'avoir le droit de s'inscrire sur la liste électorale, je suis allé moi-même lui remettre sa carte d'électeur chez lui, c'était le vendredi, 2 jours avant l'élection. Ben, on a bu l'apéritif ensemble parce que pour lui, ça avait une signification énorme d'avoir cette carte d'électeur. Hein, quand on voit aujourd'hui que malheureusement certains n'utilisent plus le droit de vote, lui enfin, il l'acquérait au travers de cette inscription sur la liste électorale. Et donc on a bu l'apéro, on a discuté. Il vivait à Marquilly depuis 50 ans, il vit toujours d'ailleurs, et il est devenu électeur pour les élections européennes. Et croyez-moi, ça a eu beaucoup de sens pour lui, ça a changé sa vie. La deuxième anecdote est plus personnelle. Mon grand-père était belge. Moi, j'ai un nom français banal aussi, Poquet, mais du côté de ma mère, je suis de descendance belge. Et mon grand-père maternel était colombophile, coulonneux, comme on dit chez nous. Et il était très bon colombophile. Je ne l'ai pas connu, mais on a raconté qu'il était excellent colombophile et il gagnait tous les prix. Mais il n'avait jamais le trophée parce qu'il n'était pas de nationalité française. Il était toujours citoyen belge, vivant en France depuis de très nombreuses années, mais malgré ses compétences, malgré ses résultats, on lui déniait à l'association locale le droit de recevoir le prix du vainqueur du concours colombophile. Voilà, il a été naturalisé quelques années plus tard, mais c'est pour vous dire que là aussi, c'est un exemple très concret de ce que ça peut donner en matière de questionnement sur l'intégration, parce que ces gens vivent en France, travaillent en France, contribuent au budget locaux, contribuent au budget nationalement. Ils font vivre également les associations, ils travaillent, ils ont un emploi, enfin bref, leur vie est installée depuis très longtemps dans nos communes, en tout point du territoire, que ce soit dans mon petit village ou à Paris, la solution est la même, mais moi je crois savoir que notre République est assise sur ce principe, hein, les citoyens naissent libres, les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc moi je considère qu'effectivement c'est un droit, le droit de vote, et c'est facteur d'intégration en plus de tout ce qui se fait par ailleurs pour l'intégration. Donc je suis entièrement favorable au droit de vote des étrangers, c'est un des engagements du nouveau président de la République, et je ne doute pas qu'une majorité, en tout cas nous y travaillerons les uns et les autres, se dégage pour effectivement avancer dans ce sens-là. Voilà. Alors moi je m'appelle Gérald Darmanin. Et comme son nom ne l'indique pas, je suis le petit-fils de 2 grands-pères qui n'étaient pas français, qui sont arrivés sur le territoire national en ayant ensuite demandé la nationalité française. L'un, Darmanin, c'est maltais. Mon grand-père est même maltais né à Djerba, donc on ne sait pas trop s'il est tunisien ou maltais. Enfin, comme tous les maltais, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Parce que c'est l'île au confluent de la Méditerranée. Et mon grand-père maternel s'appelait Moussa Ouakid. D'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est Moussa. Parce qu'il était algérien, il était berbère, il est rentré dans l'armée coloniale un peu de force, comme beaucoup de berbères, quand ils avaient 15 et 16 ans. Il a participé à la libération de la France. Et une très belle histoire romantique, il a rencontré ma grand-mère à Saint-Amand-les-Eaux, libérant la victoire à libérer les Orbones. Et il est resté sur le territoire national après être reparti pour la guerre d'Algérie, d'avoir choisi la France. Il s'appelait Moussa Ouakid, il était au tirailleur algérien, et mon grand-père, qui parlait pas français très peu, enfin qui parlait des notions d'arabe plus que de notions français, qui n'écrivait pas français, a souhaité, de manière assez étonnante, mais par souci d'intégration, d'avoir demandé la nationalité française, parce que tous les musulmans d'Algérie, même si c'était des départements français, n'étaient pas automatiquement français. Et parce qu'il avait rendu des services à la France en tant que soldat de l'armée coloniale, il a eu le droit d'être français. Quand même détailler 2-3 arguments qui me paraissent très fallacieux, en tout cas, si on réfléchit en philosophie politique, et il est bien normal que la gauche et la droite ne soient pas pareilles, notamment sur ces sujets. Bon, d'abord, je voudrais quand même dire qu'il n'est pas mal d'être étranger. On a le droit de choisir de continuer à avoir une nationalité et d'habiter dans un pays différent. J'espère que, comme beaucoup de gens de la nouvelle génération, vous vivrez vos expériences professionnelles à l'étranger. Il y aurait 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une entreprise, et puis vous viendrez en France, pour autant que vous ne viendrez pas australien, malien ou américain. Vous aurez envie de continuer à vivre votre communauté tout en payant vos impôts localement, en respectant le pays auquel vous habitez. Peut-être que vos enfants
Parce que vous rencontrez une jolie Malienne ou une jolie Américaine ou un joli Malien ou un bon Américain deviendront de la nationalité du pays, mais vous aurez le droit de choisir de rester français. Vous avez toujours la nostalgie de votre pays, pour ceux qui le sont. Ben, c'est pas mal d'être étranger en France. Le fait de ne pas vouloir donner le droit de vote aux étrangers n'est pas forcément un aspect négatif envers les étrangers. Et alors je ferai remarquer quand même que si on part du principe qu'il faut payer des impôts pour pouvoir voter, c'est quand même une formidable régression du suffrage universel. Ça consiste à dire que puisqu'on paye des impôts, on peut voter, donc ceux qui ne payent pas d'impôts, par définition, est-ce qu'ils ont le droit de participer à leur vie nationale? Au contraire, non, le sens, l'impôt a été aboli grâce à la révolution républicaine, si j'ose dire, par deux fois, c'est une très bonne chose. Parce que l'impôt, ça ne vous donne pas le droit de vote. L'impôt, ça vous donne le droit d'utiliser les services publics. Et que vous soyez français ou étranger, vous avez le droit d'utiliser les transports de la communauté urbaine quand vous venez à l'UT, vous avez le droit d'utiliser le réseau d'assainissement que la communauté urbaine fait grâce aux impôts locaux, vous avez le droit d'utiliser la médiathèque municipale, bref, c'est ça vos impôts. C'est pas un droit qu'on achète pour aller voter. En fait, est-ce que vous allez accepter de donner le droit de vote à des étrangers qui ne demandent même pas la nationalité française et des fois ils ne parlent même pas français? Oui, tous ceux qui engagés sur ce droit de vote pour les étrangers. Alors, il y a des conditions. Hein, on ne donne pas le droit de vote. D'abord, la première question, pardon, c'est... qui ne demande pas la nationalité française. S'ils demandent la nationalité française, ça tombe tout le sens qu'ils deviennent français, donc ils ont le droit de vote à l'élection. Ils veulent rester étrangers et vivent en France depuis un certain nombre d'années. Pour les propositions que nous pourrions faire et qui est à débattre, et je souhaite d'ailleurs que ce débat ait lieu, que chacun s'exprime en toute responsabilité, et que ceux qui se sont exprimés pour le droit de vote aux étrangers, y compris du côté droite de l'hémicycle, de l'échiquier politique, à un certain moment, je pense à l'ancien président de la République d'ailleurs, qui était tout à fait favorable à un moment donné, puis il a changé d'avis, mais ça c'est... J'apprécie qu'il ne change pas, alors lui il est intelligent, donc il a changé. Mais je souhaite que tout cela puisse se rejoindre la majorité actuelle pour que nous ayons justement les 3/5. Mais pour donner le droit de vote à ceux qui veulent rester étrangers, mais sous certaines conditions de vie en France. Il y a d'avoir vécu en France depuis 5 ans au moins, de maîtriser la langue française, de travailler, d'avoir un emploi, d'avoir un logement, c'est-à-dire effectivement de montrer qu'il y a une volonté d'intégration, tout en gardant sa nationalité étrangère, d'intégration dans la collectivité dans laquelle on vit et on travaille, et pour lequel il me paraît tout à fait justifié de pouvoir voter, c'est-à-dire de pouvoir, c'est quoi le vote? C'est de désigner ses représentants, d'élire ses représentants qui vont gérer en votre nom la collectivité dans laquelle vous vivez et à laquelle vous participez. Voilà. Eric a peut-être... il a rien à ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, moi j'ai une question à poser à vous cinq. En imaginant que le droit de vote pour les étrangers devienne légal et autorisé, est-ce que les parlementaires et même les partis politiques seraient ouverts aux conséquences, c'est-à-dire si le droit de vote aux étrangers est autorisé, il y aura donc de nouveaux partis politiques qui seront créés. Je ne pense pas que les étrangers puissent se reconnaître dans les partis politiques, dans nos partis politiques. Très rapidement, mademoiselle, votre question est extrêmement intéressante. D'abord, les politiques disent toujours ça. Votre question est très intéressante. D'abord, on peut être exactement. Voilà. Surtout, les jeunes politiques sont des vieux politiques. C'est comme les jeunes cons et les vieux cons. Les vieux cons, c'est les jeunes cons qu'on vieillit.
D'abord, les étrangers ont le droit d'appartenir aujourd'hui à un parti politique. Personnellement, on peut être adhérent de l'UMP, du Parti socialiste, je pense que le Parti communiste c'est pareil, Front National, on peut être adhérent, et voilà, parce que simplement on considère qu'on a envie de militer. Moi j'en connais, ils sont de droite dans d'autres pays, notamment je parle des Espagnols dans ma circonscription, ils ont envie de continuer, il y en a, c'est très rare, mais il y en a. Bon. Deuxièmement, votre question est très intéressante parce que derrière ce que vous dites, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter des partis politiques qui représentent des intérêts d'étrangers qui votent, c'est bien ce que vous voulez dire. C'est la conséquence immédiate, mais avant même les partis politiques, ce sont les revendications. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des citoyens, on peut imaginer qu'on ait une version idyllique du vote, qu'il y ait des citoyens qui ont envie de voter parce qu'ils payent des impôts, etc., pour l'intérêt général. Puis il y a ceux aussi qui vont vouloir, s'il y a une forte communauté d'étrangers dans une ville pour des raisons historiques, par exemple, qui vont vouloir mettre en avant, c'est le risque de tout homme politique, d'ailleurs de faire un peu de poujadisme, mettre en avant des intérêts pour faire les 5, les 10, les 15 et 20% dans les élections, parce qu'ils ont telle ou telle revendication sur un projet d'urbanisme, sur une construction de lieux de culte, etc., etc. Bon. Mais moi, je trouve pas ça très gênant. Personnellement, je trouve pas ça très gênant. Pour la simple raison qu'après, il faudra la conséquence du choix qui a été fait par les parlementaires, puisque la moindre des choses, je pense, ce serait quand même de faire un référendum sur cette question pour savoir si l'ensemble, mais oui, encore un, mais il ne faut pas avoir peur du peuple, l'ensemble de la population accepte ou pas. À partir du moment où on acceptera, soit par les représentants, soit par le peuple, le droit de vote étranger, il faut accepter les conséquences. C'est même le principe de la liberté, il faut accepter les conséquences de ces libertés. Mais moi, je t'adresse en troisième point la question que vous n'avez pas posée, comme disait le général de Gaulle. Pourquoi aussi la gauche et la droite sont défavorables ou favorables? Madame a dit tout à l'heure qu'il fallait que vous posiez toutes les questions, moi je vais donner toutes les réponses. Parce que la droite pense que la plupart des étrangers qui votent aux élections, en tout cas qui pourraient voter, voteraient plutôt à gauche, et la gauche pense que c'est un peu plus de voix pour elle. C'est bien légitime. Vous savez, historiquement, je ne sais même pas si c'est vrai ce que je vous dis, mais c'est un a priori que la droite et la gauche ont, et je pense que les hommes politiques et les politiques ne peuvent pas dire le contraire. En revanche, ils peuvent dire le contraire, tout est possible. En revanche, c'est pas pour autant que les choses restent figées. Le droit de vote des femmes en 1944 était donné par le général de Gaulle, et longtemps, les radicaux, la Troisième République et la Quatrième République, ont été très largement dominés par le mouvement qu'on avait radical, qui était un centre-gauche, mais il y avait aussi des gens de droite chez les radicaux, mais c'était plus centre-gauche, refusaient le droit de vote aux femmes parce qu'ils disaient que les femmes étaient sous l'emprise des curés. Et que l'emprise des curés, il y a des magnifiques discussions à la Chambre au début du XXe siècle, où Comte dit non, il faut absolument accepter le droit de vote des femmes parce que les curés vont dire qu'il faut voter à droite parce que les curés sont plus conservateurs. Bon. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est une discussion complètement folle. Donc il y a aussi chez les hommes politiques, bien sûr, un a priori négatif ou positif. Je ne suis pas sûr que cet a priori soit vérifié et vérifiable. Mais c'est aussi pour ça, pour des raisons aussi électorales, que certains hommes politiques, indépendamment de leurs convictions profondes, sont pour ou sont contre. Oui, la question est intéressante, mais moi je ne crois pas du tout à ce risque de repli sur soi, de militance identitaire, si on accordait le droit de vote aux étrangers. Je crois pas. Je crois que l'intégration, c'est l'ensemble de tout ce qui constitue la République, la société française, parce que ce risque n'existerait pas seulement, à mon avis, pour les étrangers. On voit aujourd'hui certaines tendances de cette nature, de repli sur soi, de démarches identitaires qui ne concernent pas que, et loin s'en faut, les étrangers. On a ça dans pas mal de domaines, et il faut d'ailleurs s'en inquiéter. Moi, je crois vraiment que le droit de vote des étrangers, c'est l'une des mesures, pas la seule, mais c'est l'une des mesures pour redynamiser notre République, parce qu'effectivement, on ne peut que constater que le désintérêt croissant des électeurs pour la chose politique de manière générale, avec le nombre de participations qui diminue régulièrement et chacun s'en désole. Mais je crois que l'une des réponses, il y a le droit de vote étranger, c'est vrai, il y a la parité obligatoire, oui, la proportionnelle, voilà des mesures, à mon avis, qui seraient de nature à redynamiser en partie la démocratie, la République et le débat politique. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur les conséquences que vous évoquez, mademoiselle. Oui, j'ai bien partagé un peu ce qui vient d'être dit. Il y a toujours la possibilité, évidemment, que ça dérape. On a quelques exemples, par exemple en Belgique, où on a des positions un peu ultra qui ont été portées par quelques-uns, mais ça reste relativement limité. Et je crois que c'est là-dessus, il ne faut pas, là aussi, mettre de l'huile sur le feu, c'est absolument pas nécessaire. Et je pense qu'il est important, effectivement, si un jour on arrive notamment à
la majorité des 3/5, mon cher Yves, c'est qu'il y ait aussi effectivement un donnant-donnant, gagnant-gagnant. La question de cette demoiselle tout à l'heure sur la langue me paraît quand même fondamentale. Je veux dire, d'accord pour participer éventuellement participer à la vie publique et démocratique de ta ville, mais il y a quand même un minimum, c'est effectivement de savoir, de pouvoir s'exprimer dans la langue du pays qui te reçoit. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Mais le risque est quand même limité. Enfin, les partis politiques dits traditionnels, les nôtres ici, eh bien, ce sont des associations de loi de 1900, effectivement, elles sont ouvertes à qui veut bien y venir. Et je crois que là, quel que soit le texte de loi, ça ne changera pas. Et enfin, j'ai envie quand même d'apporter une réponse à ce qui a été dit tout à l'heure par Yves Durand. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup chez les présidents de la République. Souvent, ils changent d'avis, que ce soit les anciens ou ceux qui sont en activité. Oui, parce qu'il y a une chose, c'est que l'imbécile que je suis a remarqué que celui qui venait de traiter l'autre d'imbécile n'avait pas changé d'avis. Donc, merci, vous l'avez dit tout à fait explicitement en envers. Donc, je sais bien que... C'est vrai, vous m'y trouvez, M. Durand. Ah, alors, concernant le savoir si ça favoriserait plus ou moins la gauche ou la droite, l'ouverture du droit de vote aux étrangers, bon, je crois que la gauche y a répondu à travers le think tank Terra Nova, qui a dit très explicitement que l'avenir du Parti socialiste se trouvait justement dans l'électorat étranger et dans le droit de vote aux étrangers. Donc, vous trouvez ça sur Internet, le rapport a été publié quelques mois avant les élections présidentielles, donc je pense que la pensée socialiste sur le sujet est tout à fait claire. Deuxièmement, bon, la question de mademoiselle était très pertinente, parce que, effectivement, à partir du moment où on ouvrait l'accès à la nationalité à tout le monde, et bien évidemment, les partis politiques seraient bien obligés de tenir compte, en tant qu'offre politique, de la nouvelle clientèle politique qui s'y présente. Et donc, évidemment, ils s'adapteraient nécessairement, comme n'importe quelle association humaine, à ces nouvelles personnes. Le problème que vous posez incidemment, c'est, et vous l'avez explicité, mais je voudrais que chacun d'entre vous en ait bien conscience, vous dites, est-ce qu'il y aurait la possibilité de créer de nouveaux partis? Bien ce que vous avez dit, hein, mademoiselle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, avec cette nouvelle clientèle politique, cette nouvelle clientèle politique ne se retrouverait pas dans les partis politiques existants. Et donc, qu'elle serait contrainte de créer sa propre offre politique pour participer à la vie politique qu'on lui a imposée. Et c'est exactement le constat d'échec. Ce serait le constat d'échec de cette intégration. Ce serait la démonstration que cette intégration, cette assimilation a échoué. Et c'est le danger qui est là devant nous. Alors les intérêts particuliers, bien évidemment qu'ils sont là. Vous savez, vous êtes étudiant en politique, en droit, la vie est faite, La Fontaine l'a répété, les latins l'ont dit, les grecs bien avant, que vous utilisez le discours pour masquer les intérêts particuliers. Quand vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous dites qu'il a la gale. Là, si vous voulez, les écoles politiques sont là pour que vous appreniez ce qu'on appelait jadis la rhétorique. C'est-à-dire comment utiliser des mots pour défendre des intérêts particuliers. Alors aujourd'hui, vous avez des gens qui sont généreux et qui défendent des idées généreuses. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une idée généreuse. Mais en tout cas, soit une idée est vraie, soit elle est fausse. Mais généreuse, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, aujourd'hui, on défend des idées généreuses pour faire passer des intérêts. Si les politiques deviennent, je ne dis pas que tout le monde fait ça, Dieu soit loué, tout le monde ne fait pas ça. Mais si la politique ne devenait que le lieu de rendez-vous des revendications particulières, ce serait la fin même de la chose politique. La chose politique, c'est le dépassement des revendications particulières. C'est de trouver ce qu'on appelait jadis l'intérêt général. Et cet intérêt général, c'est ce qui permet à chacun d'entre vous de vivre en communauté, en ayant un sens dans votre vie en communauté. Si vous la brisez
pour des revendications communautaires, des revendications particulières, vous allez arriver à la guerre de tous contre tous, pour servir quelques-uns. Voilà, je vous remercie. En quelques mots, moi, je vais essayer d'être un peu plus optimiste que ce qui vient d'être dit sur la nature humaine, sur la politique. Sans ça, alors là, c'est mieux tout de suite sur la deux. Et puis peut-être une conception un peu plus, excusez-moi du terme, je vais vite, élevée de la fonction qui est la nôtre. En tout cas, en tant qu'élu et que parlementaire, pour ceux qui aspirent à le devenir. J'ai fait, puisque j'ai été maire jusqu'à il y a peu de temps, beaucoup de campagnes municipales. Car il s'agit bien de cela, sur le vote des étrangers, sur les élections locales. De quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer, lors des élections municipales, il s'agit de déterminer quelle est la conduite de la ville, comment on va aménager la ville, sur le plan de l'urbanisme, quels services on va offrir à la population, quelles priorités on va donner, est-ce qu'on va donner à la jeunesse, à l'éducation, ou à autre chose. Dans ce cas, c'est la vraie politique, au sens large du terme. Je ne dis pas noble, parce que pour moi, la politique, c'est essentiellement noble. Voilà, c'est ça, une élection municipale. Et donc, ce qui détermine le vote de nos concitoyens lors de ces élections municipales, ce sont ces choix-là. C'est pas si vous êtes boulanger, si vous êtes noir, si vous êtes blanc, si vous êtes catholique, si vous êtes musulman, si vous n'êtes rien du tout, si vous êtes homme, si vous êtes femme. C'est de déterminer, en votre âme et conscience, individuellement, quel choix vous faites pour la conduite de la commune pour les 6 ans qui viennent. Et quelle équipe municipale, quel programme correspond le plus à ce choix. Donc, donner ce droit de choisir à ceux qui vivent et qui participent, je répète, par leurs impôts, même si l'impôt n'est pas constitutif du droit, mais c'est une reconnaissance, en tout cas. Eh bien, ça m'apparaît à la fois naturel, je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis rien pas, mais en tout cas, excluant tout danger, pour être clair, parce que j'ai bien compris votre question, mademoiselle, de listes qui seraient des listes communautaristes. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de cela. Et d'ailleurs, en dehors de la Belgique, il y a un cas particulier. Hélas, la Belgique est un État qui est en confrontation entre deux collectivités linguistiques depuis très longtemps, parce que c'est un État artificiel. Je ne vais pas faire comme mon collègue Darmani, qui nous a fait un cours d'histoire, passionnant d'ailleurs. Mais on voit que dans tous les pays où le droit de vote, ça existe, c'est pas un truc qui nous est sorti comme ça. Le cerveau des socialistes qui voudraient aller grappiller quelques voix supplémentaires, alors s'ils pensent à ça, ils se foutent dedans, parce que je vous dis tout de suite, les votes changent. Donc, dans les pays où cela existe depuis de nombreuses années, il n'y a pas de liste communautariste. Il n'y a pas de liste communautaire et il y a eu intégration. Voyons un peu quand même ce qui se passe à l'étranger, quand ça peut nous donner, sinon un modèle, du moins quelques exemples. Ne soyons pas sûrs à chaque fois que la France, par ailleurs, pays des droits de l'homme, qui en 1848 a accepté, faisait voter les étrangers lors de la Seconde République, que la France, parce qu'elle est le pays des droits de l'homme, a toujours raison et qu'elle fait toujours les choses bien. Il existe dans d'autres pays, et notamment ceux qui pratiquent le droit de vote, qui donnent le droit de vote des étrangers, des exemples à prendre et qui montrent qu'il y a là la possibilité d'intégration des droits nouveaux et des libertés nouvelles. Et moi, parce que je suis de gauche et socialiste, je suis pour ces droits nouveaux et ces libertés nouvelles. C'est un thème sur l'enseignement et la politique à l'école. Donc une question assez brève. Donc ça serait, pensez-vous qu'un professeur qui enseigne la politique puisse rester totalement neutre dans le cadre d'un enseignement neutre? Donc voilà, je vous laisse la parole à M. Yvan. Comme vous voulez, on peut faire l'inverse si vous voulez. L'école, elle n'est pas là pour éduquer, elle est là pour instruire. Donc l'instruction nationale, ce serait plus juste. Oui, c'est un
ma conception, hein, souffrez que je l'ai. L'éducation, c'est en général vos parents qui la donnent, mes parents, bref. Et ensuite, il appartient à chacun de faire sa propre éducation. Ensuite, ce qui, à mon avis, est le... Oui, l'instruction publique. Ou l'instruction de l'école libre, c'est comme on souhaite. Ensuite, ce qui me paraît le plus important, c'est que l'école n'est pas un lieu de liberté. Je ne parle pas d'université, hein, je parle de l'école. C'est un lieu où on apprend la liberté, et la distinction est très forte. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a une barrière de l'âge. Dans le vote, on peut discuter. On nous a rappelé tout à l'heure que Valéry Giscard d'Estaing avait abaissé la majorité. Il y en a certains qui pensent qu'à 16 ans, on peut voter. Bon, c'est une conception qui peut se discuter, mais quoi qu'il arrive, il y a un âge, il y a un moment dans la vie où on peut remplir complètement ses actes de liberté, avant on ne peut pas. Et je pense que c'est pas très politiquement correct de le dire, c'est encore moins sympathique de le dire, encore moins à des jeunes, mais je pense que l'école n'est pas là pour un lieu de liberté. Je pense que c'est un lieu où on apprend la liberté. On apprend l'instruction, les bases de culture générale. Le général de Gaulle disait que la meilleure école du commandement, c'était la culture générale, pour pouvoir effectivement être un citoyen éclairé ensuite. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la politique peut s'enseigner dans l'histoire politique. J'ai enseigné pendant 4 ans à la fac avant de devenir député. Moi, j'ai toujours été effaré, y compris d'ailleurs quand j'enseignais à des étudiants qui faisaient Sciences Po, du manque de culture politique totale, de l'histoire de leur parti politique, y compris des gens qui étaient militants, à droite comme à gauche, et qui simplement étaient militants comme ça, au gré des idées reçues, ou de leur générosité, ou de leur volonté, ou de leurs parents, mais simplement, pourquoi il y a une scission entre le Parti communiste et le Parti socialiste, c'est extrêmement intéressant à comprendre. Pourquoi il y a une sociologie politique, pourquoi lorsque vous habitez en Bretagne, vous avez plus de chances d'avoir un vote centriste ou démocrate chrétien, ou maintenant plus socialiste que quand vous habitez en Alsace. Toutes ces idées premières qui n'appartiennent pas à des opinions politiques, qui sont des faits. Alors les sciences sociales, je vais peut-être me fâcher, j'ai toujours l'habitude de dire qu'en général, quand on dit sciences sociales, quand on rajoute social, c'est que c'est pas vraiment une science, quoi. Bon, il y a quand même en tout cas des faits qui se rapprochent des faits scientifiques qu'on peut observer. Ça doit être enseigné, bien sûr, dans l'histoire qu'on enseigne à l'école. Quand vous dites école, c'est au sens général, hein, jusqu'au lycée, je suppose, pas à l'école élémentaire. En revanche, une fois que vous êtes à l'université, et c'est pour ça que vos professeurs d'université ont un droit consacré par désormais la jurisprudence constitutionnelle, ils ont le droit de leur liberté d'opinion totale dans leurs cours, ce que n'ont pas les professeurs de lycée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attaquer votre professeur d'université s'il vient enseigner quelque chose qui vous paraît complètement scandaleux, évidemment dans les limites de la loi, il faut bien imaginer que cela puisse exister, mais en tout cas il a une liberté énorme, ce professeur d'université. En revanche, le professeur de lycée n'a pas cette liberté, et peut effectivement être inquiété par les opinions qu'on jugerait trop politiques, qu'il pourrait, ou morales ou religieuses, qu'il pourrait enseigner à ses élèves. Il y a donc bien une distinction entre l'école et l'université, entre une école normale et une école dite supérieure. Donc pour moi, pour répondre très complètement à votre question, la politique en tant qu'opinion publique ne peut pas être enseignée à l'école, ça me paraît contraire à sa vocation. En revanche, que l'histoire politique, que les faits scientifiquement admis socialement soient enseignés, qu'on comprenne la sociologie électorale, qu'on comprenne l'histoire des partis politiques, qu'on comprenne l'histoire des idées politiques, ça me paraît nécessaire pour les citoyens. Je vais pouvoir reprendre certains points que Gérald Darmanin vient d'évoquer. Moi, j'ai toujours un peu de réticence à utiliser l'expression « enseigner la politique ». C'est pas une matière, à mes yeux, la politique. Il doit y avoir c'est d'abord un engagement. C'est d'abord un engagement sur un projet, sur des idées, sur des valeurs, sur une vision de la société. Alors après, qu'il faille comprendre l'histoire, effectivement, de son pays, comprendre et connaître l'histoire de son pays, c'est indispensable. Qu'il faille connaître la philosophie, l'histoire des idées, les débats d'idées, ça, effectivement, ça me paraît indispensable. Qu'il faille connaître tout ce qu'on peut apporter en éducation civique, bien sûr, le débat d'idées, le pluralisme, parce qu'on est trop souvent aujourd'hui, et je le déplore, dans la pensée unique, dans le prêt-à-penser, prêt-à-mâcher, BFM, télé, etc., je caricature, mais on est dans ça. On entend peu aujourd'hui de débat pluraliste. Il y a une pensée, il n'y a qu'un système. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Le système, il est à discuter en permanence. Et les décisions qu'on prend, les lois qu'on vote, les propositions qu'on fait, si c'est pour se conformer à une machine dont on aurait décrété qu'elle est là pour l'éternité,
qu'il n'y a pas d'autre système, qu'il n'y a pas d'alternative, c'est ce qu'on nous dit depuis quelques décennies malheureusement, mais la politique n'a aucun intérêt. Si on vote, et ça nous ramène au débat initial, est-ce qu'il faut rendre le droit de vote obligatoire? Si les gens finissent par considérer que quel que soit le vote, c'est la même société qui est en place, ben je vais arrêter de voter. Je vais arrêter de voter. Je pense que c'est un débat de fond. Et on manque aujourd'hui dans cette démocratie, dans cette république, de débats pluralistes. C'est ça la politique. Donc je ne pense pas qu'il y a une école de formation des politiques, comme on dit parfois. La politique, c'est pas un métier où il faudrait former les gens, les meilleurs gestionnaires possibles de la machine, mais la machine telle qu'elle est. Si c'est ça, ça n'a pas d'intérêt. Dans ce cas-là, on met des experts, des économistes, et puis on arrête le débat politique, ça ne sert plus à rien. Moi, je pense qu'en permanence, le débat politique doit contester, y compris le fonctionnement de cette société. On est d'accord ou pas, mais il faut la contester. Il faut faire des propositions pour faire avancer les choses dans le sens du progrès humain pour le plus grand nombre possible. C'est ça le sens de l'histoire. Donc, science politique, ça m'ennuie un peu. C'est vrai qu'il y a une école qui s'appelle Sciences Po, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, puisque le contenu de ce qu'on y fait a de l'intérêt. Mais ça reprend tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure et que mon collègue a pu évoquer, que je partage tout à fait. C'est un processus et c'est d'abord et avant tout un engagement individuel et un engagement collectif pour un projet collectif. Je n'ai pas dit collectiviste, un projet commun, ce qui nous est commun. Et dans ce commun-là, chacun trouvera sa place et tout le monde s'épanouira en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de ce qu'il sent, etc., etc. Donc voilà donc, ce que je voulais dire à ce propos. Attendez, notre maître, je ne sais pas si on va avoir le temps de revenir sur le droit de vote, sur l'obligation. Si, oui. Non, parce qu'on a parlé du droit de vote des étrangers, mais c'est vrai que je reviens, parce que ouais, je suis un peu bêta de temps en temps, on a dit le droit de vote, enfin le vote doit-il être obligatoire? Alors comme disait Marché, c'est votre question et le cabage me sera ma réponse. Voilà. Ma réponse c'est, et j'y viendrai à l'enseignement après, mais le droit de vote doit-il être obligatoire? Il existe dans plusieurs pays du monde, l'Australie, la Belgique qui est voisine, l'Italie depuis 92 ou 13, je ne sais plus, enfin dans quelques pays. Il y a des endroits comme l'Australie où on risque même une peine, une petite peine de prison, mais on la risque. En Belgique, c'est une amende. Moi, j'ai fait 3 propositions de loi lors du précédent mandat. La première, c'était rendre obligatoire l'exercice du droit de vote, mais sincèrement, en écrivant le texte, et ne l'écoutez pas, parce que je vais vous dire, mais je me marrais, parce que je savais que c'était parfaitement impossible dans un pays comme le nôtre, mais c'était pour pouvoir en préparer 2 autres. Le premier, c'était de prendre en compte ce dont on vient de parler récemment, c'est la prise en compte du vote blanc, parce que je pense que c'est quelque chose d'important quand on fait l'effort d'aller dans le bureau de vote pour s'exprimer si on n'est pas d'accord avec celles et ceux qui présentent quelque chose, eh bien le vote blanc doit être pris en compte. Mais moi j'étais beaucoup plus loin parce que de temps en temps il faut être un peu désagréable même avec soi. Je souhaitais qu'on affine les résultats et qu'on proclame les résultats aussi, parce que je pense que de temps en temps, et c'est dans la nature humaine, on manque un peu d'humilité. Et c'était de donner les résultats en fonction des exprimés, mais aussi donner les résultats en fonction des inscrits. Je vais vous donner simplement mon petit exemple. Moi. La dernière fois, j'ai été élu avec 54,98%. Pétard, déjà je faisais un peu la gueule, parce qu'il manquait quelques voix simplement pour faire 55, mais vu le contexte, mon cher Yves, mon cher Eric, j'étais très content quand même d'avoisiner les 55. Sauf que j'ai annoncé aussi les résultats en fonction des inscrits. Et là, le représentant de la nation que je suis fait 32%. 32%. Je suis content, je suis un de ceux qui sont les plus hauts, mais je suis haut tellement bas que j'en suis pas fier. Et ça veut dire que peut-être de temps en temps, il faudrait effectivement, si on veut aller plus loin, avoir l'honnêteté de dire, eh bien, qu'il y a une grosse partie des compatriotes, quels qu'ils soient, mais qui ne sont pas pris en compte. L'ancien président de la République, il y a un seul président de la République d'ailleurs qui a été élu avec une vraie majorité, mais le contexte prêté à cela, c'est en 2002, mon cher Yves, avec un front républicain qui a eu, puisque Jacques Chirac a été élu avec 62% des inscrits, c'est exceptionnel. La seule fois on a voté la même chose. Oui, bon, de temps en temps on peut se retrouver, moi de temps en temps je me retrouve sur certains débats avec les socialistes, avec les communistes, et j'ai aucune honte sur le sujet, parce que je pense que de temps en temps, ça fait pas de tort,
que de faire route ensemble. Mais là, je l'assume bien. et je pense que nous aurions peut-être certainement fait dans le sens inverse. C'est ainsi, on ne va pas refaire l'histoire, mais en tous les cas, c'est pour étayer mon propos. Non, on ne va pas le refaire. En 2007, Sarkozy a été élu avec un beau score, sauf que de mémoire, il faisait 43% des inscrits. Et puis, le président de la République, François Hollande, et c'est pas un comparatif que je fais, cette fois-ci, c'est 39. Je crains que, continuant comme ça, le prochain, ce soit 35, 32, 29, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de fond, et je pense que ça transcende les clivages politiques. Et donc, après enseigner la politique à l'école, eh bien c'est peut-être la résultante de cette première réflexion. Je pense que c'est pas inutile en tous les cas d'en parler. Alors ça fait ringard quand on parle d'instruction civique. Bon, on change les mots, vous savez. Moi je suis de ceux qui pensent effectivement que le temps qu'on parlera de la politique dans des émissions genre Petit Journal, je t'en passe, et des meilleurs, c'est la plus belle des conneries. Parce que nous, on n'est pas là pour suivre la mode. On serait plutôt là pour tracer le sillon, et c'est pas simple. Et la pipolisation, à droite comme à gauche, moi, elle me gave complètement. Complètement. Et il n'y a pas que la pipolisation, hein, vous le savez bien, puisqu'on a des gens qui... moi, je l'ai vu dans le cadre de la campagne présidentielle, et puis je l'ai vu dans le cadre de la campagne interne de la formation qui est la mienne. Il y en a qui parlent pour dire de parler de temps en temps, le silence est d'or, et le silence est bien plus important de temps à autre que de l'ouvrir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je reviens au débat, comme monsieur Lazaro, je reviens au débat initial, cher monsieur. Excusez-moi de ne pas répondre à votre question, mais il y a une logique en plus dans les deux problèmes. Et même si les deux questions sont totalement apparentes, enfin totalement distinctes, apparemment, il y a quelque chose, il y a une unité dans ces deux questions. La première, faut-il rendre le droit de vote obligatoire? Bon, effectivement, monsieur Lazaro s'est expliqué, je ne vais pas en revenir. Nous vivons aujourd'hui une crise importante de la représentation, elle ne fait que s'aggraver au cours des élections. Moins en moins de personnes participent à la désignation des personnes qui ont comme rôle de les représenter, de prendre des décisions à la place du peuple français. Cette crise, évidemment, comment la résoudre? Et c'est là qu'apparaît la deuxième question. Si le peuple ne participe plus à la vie politique, c'est peut-être qu'il ne connaît pas exactement ce qu'est la politique. Il a oublié quelle était la fonction, la finalité de la politique. Donc, on a sorti la solution toute trouvée, on va enseigner la politique à l'école. Et donc, dès la maternelle, on va commencer effectivement. M. Darmanin avait raison. Jadis, on parlait de l'âge de raison à 7 ans, de l'âge de réflexion à 12 ans. Platon fait dire à Socrate dans la République qu'il y a 3 sortes d'hommes. Il y a les hommes d'or, les hommes d'argent et les hommes de fer. C'est à peu près le même niveau. Si vous voulez, c'est la même comparaison. Tout le monde ne peut pas faire de la politique pour Platon. Tout le monde ne peut pas faire de la politique. Parce que la politique est tellement éminente qu'elle s'adresse qu'aux sages. Donc Platon dit, voilà, on va faire des écoles. On va faire des écoles pour former les gardiens de la cité. Et les gardiens de la cité seront responsables du salut de la cité. Les autres, non. En gros, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez des gardiens de la cité qu'on forme dans les instituts de sciences politiques, à qui on va enseigner ce qu'est la vérité politique, la technique politique. Le peuple, lui, voilà, c'est pas la peine qu'il sache, il allume la télévision, regarde la télévision, ça lui suffit. Il y a les gens qui sont là derrière, dans les appareils, dans les cabinets ministériels, dans les collectivités territoriales, eux, ils savent. Bon, tout le monde voit aujourd'hui qu'il y a un problème, parce qu'il n'y a plus de participation. Il n'y a plus de participation à la vie politique. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait bien faire pour essayer de résoudre? Je ne pense pas que l'école résoudra quoi que ce soit. Parce que la politique, ce n'est pas une question de vérité. Si Platon pouvait croire que la vérité allait résoudre le problème de la politique, il s'est lui-même déjà cassé les dents et les pieds dessus. Parce que Platon n'a pas réussi sa vie politique. Il a totalement échoué. C'est pas la vérité qui meut la politique. Ce qui meut la politique, c'est des valeurs, des engagements, c'est de l'action. Et cette action-là, vous ne pouvez pas la déterminer selon un critère du vrai ou du faux. C'est pour ça que les hommes, dans leur sagesse, petit à petit, ont été amenés à dire, bon, comment on va prendre une décision? Qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre plutôt telle ou telle décision? Et c'est comme ça qu'on a fait participer le maximum de personnes.
Aujourd'hui, de moins en moins de personnes participent à la décision politique. Parce qu'ils n'y comprennent rien, ou parce qu'ils ne se sentent absolument pas représentés dedans. Cette crise de la représentation, on peut obliger les gens à voter. Je pense que ça ne changera rien. C'est pas parce que vous allez, et d'ailleurs la Belgique l'illustre, c'est pas parce que vous mettez une amende aux gens que les gens vont le faire. Si vous voulez, Hegel qui avait défendu le commencement de la Révolution française, quand il a vu la terreur, a été horrifié, il a compris une chose. Vous ne pouvez pas rendre les gens libres malgré eux. Si vous le faites, c'est la négation même de la liberté. Donc, vous devez permettre aux gens de participer dans leur intention, l'expression de leur propre liberté à la vie politique. Et moi je pense que on ne va pas refaire la vie politique avec du Front National, avec du PS, tout ce que vous voulez, enfin tout ce que l'on a vu depuis à peu près la Troisième République. Cette soi-disant République représentative qui ne représente plus qu'elle-même. Ça c'est fini ça. Le seul problème c'est que si vous voulez ça fait vivre tellement de personnes qu'il n'y a personne qui veut ouvrir les yeux et dire oh, il faut s'en débarrasser de ce truc-là. La véritable représentation politique, c'est quand vous tous, vous participerez directement à la vie politique. L'avenir, je pense profondément, l'avenir politique d'une communauté politique française, qu'elle soit au niveau communal ou qu'elle soit au niveau national, c'est que chacun d'entre vous prenez et participez. Moi, je voudrais qu'on fasse telle chose dans ma ville. Ah bon? Ben, t'as qu'à t'adresser à M. Durand. Oui, mais écoutez, ça c'est contraire à mes principes. Et alors, écoutez, j'en ai rien à faire. Vous n'avez qu'à élire quelqu'un à ma place. Oui, mais enfin, moi je sais pas, vous gagnez à chaque fois les élections. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que vous gagnez, moi je dois la fermer. Alors, il y a quelqu'un qui a pensé au référendum. Alors, vous savez, tout de suite, on a sorti 2 fois le référendum, Monsieur Durand, les flingues, poum, poum. Pas de référendum, parce que ça veut dire que moi je ne serai plus celui qui dit quelle est la vérité. Mais la vérité en France, hier j'étais estomaqué. Madame Taubira nous expliquait non, mais un truc extraordinaire. Le référendum est anticonstitutionnel. Alors ça veut... Attendez, écoutez-moi bien les enfants. Écoutez-moi bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le peuple s'exprime, il y a quelque chose qui est au-dessus de lui qui va lui dire ce qu'il doit dire. Alors que le fondement même de la démocratie, c'est justement que c'est vous qui êtes la source du droit. Voyez où est-ce qu'on en arrive? On est chez les gardiens de la République de Platon. Alors, il faut que le peuple prenne le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, eh bien, vous allez le prendre en instituant le référendum d'initiative populaire, que ce soit au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Vous allez pas avec le truc que l'UMP a inventé, où il faut 3 millions, 4 millions d'électeurs, il faut la moitié ou les 2/3 du Parlement pour pouvoir obtenir le droit de poser la question, et en dernier ressort, vous allez avoir le Conseil constitutionnel qui va dire « Ah ben non, hein, faut quand même pas déconner ». Et boum, à la poubelle. Non, non. Quand vous aurez eu autant de signatures, 500 000 par exemple, 500 000 signatures au niveau national, vous allez pouvoir poser la question. Et les politiques vont être obligés d'écouter votre question et de regarder ce que le peuple va dire. Je suis pour, je suis contre. Cette dépense, je suis pour, je suis contre. À l'époque de Jean-Jacques Rousseau, à l'époque de Voltaire, je comprends bien, oui s'il vous plaît, je termine. À l'époque de Voltaire ou de Jean-Jacques Rousseau, et bien évidemment que c'était impossible de faire des débats. La technique n'existait pas, Internet n'existait pas, la télévision n'existait pas, les moyens de communication d'aujourd'hui n'existaient pas. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien, et vous êtes le mieux placé pour le savoir, on est dans l'immédiateté, on peut tout savoir à tout moment. Donc, aujourd'hui qu'on a tous les moyens techniques, on refuse de faire des débats. Emparez-vous de la chose politique. Réclamez le véritable droit de faire la politique et de défendre ce que vous considérez comme étant juste pour vous. Ça, c'est le renouvellement de la classe politique. Je vous remercie. Je maintiens ma procédure de l'article 11 qui a été faite de 9h à 11h. On est bien d'accord. Même si monsieur a le droit d'avoir son opinion, c'est pile mon sujet de cours de ce matin. Alors je ne reviendrai pas sur l'article 11. Mais oui, si on pouvait s'arranger pour que le droit et la philosophie ne soient pas en contradiction, on avancerait beaucoup dans la démocratie, mais c'est certainement pas votre objectif.
Ah non, mais écoutez, on a un vrai débat qui est posé là, mais qui ne peut pas se régler, en 2 minutes. C'est le débat entre la démocratie représentative et, j'allais dire, la démocratie directe. C'est un vrai sujet. Mais il ne peut pas se traiter. Voilà pourquoi j'ai fait cette phrase que certains ont trouvée provocatrice. Parce que c'est un vrai sujet qu'on ne peut pas éliminer comme ça. Le peuple d'un côté qui a toujours raison, et ce qu'on appelle les élites, ou les prétendues élites, qui auraient systématiquement tort. Ça, je m'excuse du terme, peut-être ça va choquer certains, mais quand on a des convictions, on les affiche et on les assume, et c'est mon cas, ça s'appelle du populisme. Et c'est la pire gangrène pour la démocratie. Donc c'est certainement un débat de fond à avoir. Mais il ne se règle pas comme ça à coup de slogan, en 2 minutes. Alors oui, réhabiliter la politique. Elle est nécessaire. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est quand vous avez dit, vous exprimant devant vous, participer à la politique. Parce que tout est politique. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Par conséquent, oui, il faut former des citoyens. Et c'est là qu'on revient à l'école. D'abord, démontrer que la politique, elle se justifie. Et aujourd'hui, et là je serais d'accord avec ce qu'a dit Eric, avec ce qu'a dit Thierry Lazaro également, la pipolisation de la vie politique est une catastrophe. La banalisation de la vie politique est une catastrophe. Le fait qu'on vous fait croire que c'est l'économie qui prime et qu'au fond les politiques n'ont pas de marge de manœuvre et que la droite et la gauche c'est la même chose, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a un débat qui est tout à fait noble d'ailleurs. On l'a vu ce matin. Il y a des différences de conception de la société, il y a des différences de conception de l'homme, il y a des différences de conception politique. Il faut qu'elles s'expriment et c'est à vous de trancher. Et je le répète, c'est un débat qui est tout à fait noble. Quand il est justement à ce niveau-là, pas ce que j'appelais le populisme tout à l'heure. Alors, oui, c'est aussi à l'école de former les citoyens. Et moi, voilà pourquoi j'ai été enseignant en lycée, prof d'histoire géo, voilà pourquoi je suis très attaché à l'idée d'éducation nationale. Oui, l'école doit aussi éduquer. Éduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de chacun d'entre vous un être libre. Et pour qu'il soit libre et responsable, il faut qu'il ait devant lui toutes les thèses possibles. C'est ça qu'on doit exposer à l'école. C'est pas de faire rentrer le débat politicien dans l'école, c'est certainement pas. C'est pas de débattre dans des écoles de la validité de telle loi ou de telle autre, comme certains auraient voulu le faire récemment. C'est pas ça. C'est de dire, voilà, il y a une philosophie politique, il y a des philosophies politiques, l'histoire de la Révolution française le démontre, par exemple. Et bien voilà comment ça s'est tranché, voilà quelles ont été les thèses les unes et les autres. Et voilà les tenants et les aboutissants des unes et des autres. Et à vous de choisir. Vous donnez les moyens de faire le choix. Et donc faire rentrer toutes les idées. C'est à l'école de porter ça.